Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine, toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qu'ils veulent. Financer un projet de disque ou d'entreprise n'a jamais été facile grâce au crowdfunding. Mais le financement participatif marche-t-il à tous les coups? Décryptage du système C dans un instant. Et puis, quand recharger ses batteries devient un business, c'est l'idée de The Ready Set, une batterie écolo et intelligente. Montée en puissance avec Guillaume Gralet du magazine Le Point, ce sera dans Test 24. Mais d'abord, 1,5 milliard de dollars générés en 2011 et des prévisions de croissance multipliées par 2 cette année. Ce marché juteux n'est pas celui du dernier smartphone ou du nouveau réseau social à la mode. Non, c'est celui du crowdfunding, traduisez financement participatif. L'idéal est très simple, faire appel aux internautes pour mettre sur pied les projets que les banques n'osent plus financer dans un contexte économique difficile. Alors ce système D 2.0 peut-il se muer en système C? Guillaume, première question pour vous, est-ce que le financement c'est vraiment mieux à plusieurs? Alors, ce que je trouve particulièrement fascinant dans ce nouveau système de financement que vous appelez très justement le système C, c'est que ça vous permet à vous, à moi, de devenir banquier avec des toutes petites mises, 10 euros, 20 euros. Ça va permettre en fait de faire naître des projets qui jusqu'ici n'auraient jamais vu le jour, des projets très inattendus. Par exemple, la Pebble Watch, qui est une montre en fait à encre numérique, donc qui ne fatigue pas du tout les yeux, qui va vous permettre de communiquer avec les réseaux sociaux. Et puis également, ici à Paris, une personne a pu lancer une bière en plein quartier de la Goutte d'Or, une bière qui n'existait pas. On a vu également des personnes qui ont mis au point des grille-pains où vous allez pouvoir dessiner ce que vous pouvez sur le pain grillé, ou également en fait des verres pour boire mais qui sont biodégradables. Autant de projets qui ont vu le jour grâce à des sites comme Ulule ou Kickstarter. Alors Kickstarter, justement, vous en parlez. C'est important parce que c'est le géant du secteur en matière de crowdfunding et il est américain. 200 millions de dollars levés en 4 ans d'existence pour financer plus de 20 000 projets. Voilà pour les chiffres. Kickstarter, on l'a dit, vient des États-Unis. Est-ce que c'est forcément toujours de là que vient la mode en la matière? Alors, le génie des Américains en matière de financement de l'innovation, et on le voit grâce au soutien de Barack Obama, qui lui-même a bénéficié du financement participatif pour sa campagne électorale. De 2008 ? Exactement, c'est vraiment de donner un coup d'accélérateur. On le voit sur les toutes dernières semaines, avec notamment une loi qui s'appelle la Jobs Act, Jumpstart or Business Startup. C'est vraiment donner un coup d'accélérateur aux startups, notamment en rendant plus flexibles les obligations qui étaient jusqu'ici obligatoires pour un certain nombre d'actionnaires, avec un certain nombre d'obligations réglementaires, et qui va permettre aujourd'hui à tout porteur de projet de se financer. Et ça donne même des idées au MEDEF en France. Exactement, l'idée en fait c'est de répliquer un petit peu ce succès qui se passe outre-Atlantique en France. On le voit avec le Small Business Act, les tentatives, c'est vraiment de faire émerger les innovations et les jobs qui se passent dans les startups. Et ça a émergé vraiment, ils sont très très nombreux à lancer leur plateforme de financement participatif. En France, justement, vous connaissez des sites de coproduction musicale, films ou livres comme Ulule, KissKissBankBank ou My Major Company. Eh bien, il y a aussi Carnet de mode qui a décidé d'investir la fashion industry. Nous avons rencontré Arbia Smithy, la fondatrice de ce site d'un nouveau genre. Écoutez. Nous donnons la chance à de jeunes créateurs de posséder leur propre boutique en ligne sur notre site, et tout ça gratuitement. Qu'il s'agisse des RP, de la communication ou de la mise en vente, et surtout on leur apporte une clientèle qu'ils n'auraient pas pu développer seuls. Et ce qui nous rend différents des autres sites de crowdfunding, c'est que nous vous offrons en retour sur investissement sur chaque pièce vendue que vous avez choisi de soutenir au départ. Alors on comprend bien l'intérêt pour les internautes, pour les entrepreneurs, mais comment ces sites de financement se financent-ils eux-mêmes? Est-ce que tout le monde est gagnant, Guillaume? Alors en fait, ces sites de financement prennent souvent une part du montant investi. C'est le cas de Kickstarter qui lui prend jusqu'à 5% en fait, des montants investis. Donc ça peut être extrêmement lucratif. Il y a un vrai business derrière tout ça. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que tous les projets caritatifs, les projets où il n'y a pas de rentabilité immédiate, eh ben, en fait, ces projets passent à la trappe. Merci Guillaume pour cette expertise. On se retrouve tout de suite dans Test 24. « 500 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde sont desservis, oui, par un réseau téléphonique, mais n'ont pas accès à l'électricité pour recharger leur appareil. » Alors, Phoenix, une entreprise basée à San Francisco, a eu une idée lumineuse pour les aider. Il a créé The Ready Set, une batterie rechargeable par énergie solaire ou par une simple dynamo qui peut produire suffisamment d'électricité pour alimenter toute une communauté. Guillaume,
comment ça marche? Ah bah écoutez, j'ai l'appareil entre les mains et c'est vrai que le fonctionnement est extrêmement simple. En fait, vous avez cet appareil qui coûte à peu près 150 $ que vous pouvez acheter chez votre opérateur télécom. Et ensuite, cet appareil, vous allez y relier un capteur d'énergie que vous avez ici. Ce capteur va permettre d'alimenter cette batterie et cette batterie elle-même va vous permettre d'alimenter tous les téléphones portables d'un village, par exemple. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 personnes, notamment en Ouganda, qui s'en servent et ça marche très bien. Et alors ça marche très bien justement parce que ce sont des entrepreneurs qui s'en servent et qui ensuite revendent cette électricité produite aux membres de leur communauté et de leur village. Exactement, on est vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant puisqu'en fait ça va créer du business, en fait, de l'activité pour les personnes qui vont acheter cette boîte jusqu'à 50 $ par mois. Ça va permettre aux villageois d'avoir de l'énergie, mais surtout, et c'est ça, c'est une grosse différence par rapport à tous les projets dont on a pu parler ici, notamment le projet de l'ordinateur à 100 $, pour les personnes qui auront acheté cet objet, qui auront un problème, qui auront besoin de services après-vente, ils vont pouvoir se tourner vers le réseau, en l'occurrence de MTN, pour l'Ouganda par exemple. Exactement, pour pouvoir le réparer. Alors justement, on parle là de business model, c'est très intéressant. Il y a cette idée de partenariat télécom au-delà même de l'appareil. Le projet, on l'a bien compris, ne s'est pas développé seul, mais quel est l'intérêt des opérateurs justement qui travaillent avec Phoenix? MTN, on l'a dit, en Ouganda, Orange par exemple au Sénégal ou au Mali ou au Cameroun aussi. Quel est l'intérêt de ces opérateurs? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se faire piquer la part de leur marché? En fait, les opérateurs, ils vont permettre à toutes les personnes qui vont avoir accès à l'électricité d'acheter eux-mêmes des téléphones. C'est-à-dire, c'est très difficile de vendre des téléphones quand les personnes n'ont pas d'électricité pour s'en servir. Et là, en fait, on crée vraiment un écosystème, vraiment du win-win. Cet exemple qu'on voit bien avec les téléphones portables, on va pouvoir l'avoir pour utiliser des ventilateurs, pour pouvoir utiliser du matériel de cuisson, mais également du matériel qui va permettre de rendre l'eau potable. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et encore une fois, je suis vraiment enthousiaste là-dessus parce que ça crée de l'activité. Donc on est vraiment sur quelque chose sur du long terme. Sur du long terme et évidemment pour la bonne cause. Merci Guillaume pour votre expertise. Encore une fois, vous retrouve évidemment la semaine prochaine sur ce même plateau. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour nous retrouver, vous le savez, une seule adresse, facebook.com/tech24. Et puis vous devez aussi participer. Vous devez, si vous le voulez, participer évidemment à l'émission en envoyant vos commentaires avec le hashtag, le mot-clé Tech24 à la fin de vos messages sur Twitter. On se quitte quant à nous cette semaine avec un hommage à 3 blogueuses et cyberféministes, Forbidden Voices, pour ne pas oublier le combat de Yoni Sanchez, Farnaz Saifi et Zheng Jiang à Cuba, en Iran ou encore en Chine. Leurs blogs ont permis de mettre à jour la censure imposée par ces pays dits ennemis d'Internet. L'initiative est relayée par Reporters sans frontières. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine dans Tech24. Avec Zheng Jiang sur Skype. On est vraiment très inquiet de cette situation. Yoani Sanchez from Cuba could not be here.